Bonsoir, bienvenue mesdames et messieurs. Le Bénin commémore en ce mois de février 2025 le 35e anniversaire de la conférence nationale de 1990. Une conférence qui a marqué l'avènement de la démocratie dans le pays. En 35 ans, la démocratie s'est consolidée, même si certains redoutent une remise en cause de ses acquis. Conférence de 1990, les acquis toujours préservés ou remis en cause. 35 ans après, on se retrouve juste après la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. En 1989, au Bénin, la crise financière, économique, sociale et politique qui a commencé vers 1986 a atteint son sommet en ébranlant le pouvoir du président de la République du Bénin, Mathieu Kérékou. Cette crise a conduit sous la pression du peuple, le comité central du PRPB, le comité permanent de l'Assemblée nationale révolutionnaire et le conseil exécutif national, c'est-à-dire le gouvernement, a décidé en décembre 89 de la tenue d'une grande assise nationale au cours du premier trimestre de l'année 90. Il s'agit de la conférence nationale des forces vives du Bénin organisée du 19 au 28 février 1990 dans la salle de conférence de l'hôtel PLM Alédio à Cotonou. Le Bénin inaugure alors le modèle des conférences nationales en Afrique. Quel était le contexte national et international favorable à la tenue de cette assise historique? On va suivre cet élément archive réalisé par Amanda Esmeralda Dake. Le régime militaro-massiste au pouvoir depuis 1972 était à bout de souffle. Nous étions à la fin des années 80. Désorganisation du système, division au sein du régime, faillite sur les plans politiques, économiques et sociaux, avec l'incapacité de payer les salaires des fonctionnaires. La crise était à son paroxysme. Avec les réformes que vous avez annoncées pour le premier trimestre de l'an prochain, est-ce qu'on va aller vers de nouvelles élections? Certainement, nous avions dit que la conférence nationale va nous faire des suggestions, des propositions concrètes. Et nous tiendrons compte de ces propositions pour élaborer la nouvelle constitution. Voyez-vous, nous n'avions consulté aucun pays pour faire la révolution, ni pour opter pour le socialisme scientifique. Nous n'avons pas besoin de consulter quelqu'un pour le mettre tout en cause. Nous sommes libres, souverains. Les assises nationales apparaissaient comme la seule voie pour sortir le pays de la crise. On était en février 1990 et cette conférence devait définir les fondements d'une nouvelle république. Lors de ces assises nationales, un comité préparatoire présidé par Maître Robert Dossou fut installé. Ainsi, les filles et fils du Bénin furent convoqués pour prendre part à cette rencontre historique tenue à l'hôtel PLM Alédio de Cotonou. Une conférence dirigée par Monseigneur Isidore de Souza. Puisque nous sommes en train de travailler à ce qui sera demain la fondation, la base de ce pays, de ce Bénin nouveau, en tournant résolument dos à toute velléité de dictature, je voudrais souhaiter que nous travaillions dans la discipline et dans l'exactitude. Qu'il vous souvienne que dans notre message à la nation, le mercredi 29 novembre 1989, nous avions exprimé notre intime conviction qu'une ère nouvelle s'ouvre pour notre pays, à savoir celle de l'indispensable adéquation à établir entre nos nouvelles réalités nationales et nos institutions démocratiques actuelles, au sein desquelles doit s'exprimer librement le pouvoir du peuple souverain. Cette ère nouvelle, disions-nous,
est celle d'une impulsion décisive à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation qui, animées d'un regain d'enthousiasme et de saine émulation, pourront se lancer dans un puissant élan patriotique à la conquête et à la réalisation de tous les objectifs de notre programme d'ajustement structurel. Syndicalistes, évêques, acteurs politiques, groupes organisés, tous ont joué un rôle majeur dans cette conférence des forces vives de la nation. En une semaine, les délégués ont conçu et élaboré des bases solides pour un nouveau fondement politique du Bénin. La constitution marxiste-léniniste de 1977 fut d'abord suspendue et soumise à une commission de juristes chargée de rédiger une nouvelle constitution. Pour qu'il y ait démocratie, pour qu'il y ait un état de droit, il ne suffit pas que des droits ou des libertés soient prévus dans les textes. Il faut encore que les bénéficiaires de ces droits aient le courage de les exercer effectivement, de les prendre, sans attendre qu'on veuille bien les leur octroyer. Je pense qu'il appartient au peuple souverain de décider si oui ou non c'est la liquidation effective de l'ancienne politique à travers les hommes, les structures et l'idéologie qu'il apporte, si oui ou non c'est cette liquidation complète que le peuple demande ou pas. Mon Dieu pardonne, ce sont les pécheurs. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Nous avons dit, nous ne pouvons pas nous prononcer le mot de démission. Vous pouvez nous destituer. Mais nous ne pouvons pas dire que nous démissionnons parce que c'est grave. Les problèmes d'État, les problèmes de l'unité nationale, les problèmes de la paix sociale, de la cohésion nationale, ce ne sont pas des problèmes des philosophes. Nous demandons donc au professeur Ntonji d'être patient et de ne pas dire nous voulons la démocratie, mais de ne pas dire pourquoi on nous fait perdre le temps. Il vaut mieux perdre le temps et trouver une solution juste à ces problèmes que de vouloir gagner le temps et perdre sa vie ou faire perdre la vie aux autres. Le poste de Mathieu Kérékou en tant que président de la République fut maintenu, mais il perdit la plupart de ses prérogatives et attributions, notamment celle du ministre de la Défense. Très vite, des institutions de transition furent mises en place, notamment la création d'un poste de Premier ministre confié à un administrateur des finances ainsi qu'un organe législatif dirigé par Monseigneur Isidore de Souza. Je mesure plus que quiconque l'ampleur et les difficultés de la tâche à accomplir. La situation de notre pays, tout le monde la connaît, est absolument dramatique. Sur le plan économique, sur le plan moral et sur le plan politique. Il a fallu cette conférence pour redonner espoir et confiance à cette nation. Et je dois dire que dans cette situation, il vaut mieux tenir le langage de la vérité. Et ça, je prends l'engagement devant vous de dire, quoi qu'il en coûte, la vérité, même si elle est difficile à entendre, parce que c'est de cette seule manière que nous pouvons effectivement être responsables et guérir nos maux. En ces temps de forte pression, l'Église catholique joua un rôle déterminant au cours de cette conférence des forces vives de la nation. Pour pérenniser ses acquis, 35 ans après, le parti politique Union progressiste Le Renouveau a organisé des messes de commémoration et d'action de grâce en hommage à cet héritage, fondement de la démocratie béninoise. Il est opportun de nous souvenir des acteurs de cette conférence nationale. Dieu nous a fait grâce que beaucoup parmi eux vivent encore
et certains sont dans cette salle que nous saluons avec beaucoup de respect. Beaucoup nous ont également quittés. Notre devoir, c'est de faire mémoire du lait, de l'héritage qu'ils ont laissé à la postérité. Mais au fond, quel est cet héritage? C'est l'héritage de la paix. Mais la paix dans l'action, la paix dans la construction, la paix pour faire en sorte que chaque enfant du Bénin puisse se nourrir, puisse se soigner et puisse être éduqué dans la qualité, dans la durée. Et c'est cela la raison d'être de l'Union progressiste Le Renouveau. On peut donc dire que ce sont les luttes des idées et le dialogue qui ont triomphé à travers la conférence nationale de février 1990. Le rôle joué à l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990, socle de l'avènement du renouveau démocratique dans le pays par l'entremise de Monseigneur Isidore de Souza reste évocateur et indélébile. Père Anno-Éric Aguenoumon, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes analyste politique, directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix au cœur de l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990. L'Église catholique a marqué l'histoire socio-politique et économique du pays, il faut le rappeler, éveilleur des consciences, mieux avant-gardiste des valeurs humaines, un statut qui lui sied à bien des égards l'Église catholique par les temps qui courent, du moins à suivre. Certains prélats entendent rompre avec l'action passive pour une inclusion dans le champ politique. Est-ce que ce n'est pas une option risquée 35 ans après la conférence? Je pense que l'Église, par essence, existe avant et bien avant toutes les institutions politiques dans le monde. L'Église est une institution multiséculaire de 2000 ans et elle a une histoire fortement politique au plan interne et au plan de l'interaction avec les autres cultures, les autres pays. Et l'Église aussi a de l'expérience. Donc l'Église peut parler à notre cité. L'Église peut parler à nos dirigeants. L'Église ne prend pas la place du pouvoir politique. L'Église n'a pas la prétention de diriger un État. L'Église donne une lumière, donne une orientation et elle est du côté des sans-voix, du côté du peuple pour la justice, la paix et la vérité. Ce travail encore, l'Église peut jouer ce travail et l'Église a le devoir de jouer ce rôle. Le pape François et tous les autres papes donnent le temps. Dans leur voyage apostolique, quand ils viennent dans un pays, ils rencontrent toujours le monde politique, le monde diplomatique, la société civile. Et donc la diplomatie vaticane, la diplomatie de l'Église, c'est une diplomatie de la vérité, de la paix, de la justice, c'est-à-dire la vérité des points cardinaux qui structurent le pouvoir politique dans un pays pour que ce pouvoir soit au service du bien commun. Donc l'Église a encore toute sa place et tout son rôle à jouer. À jouer. Dans tous les cas, 35 ans après, Père Eric, la conférence des forces vives de la nation, il y a un constat qui se dégage, des critiques très ouvertes vis-à-vis des gouvernants actuels, même si vous dites que l'Église est aux côtés du peuple, cela s'apparente, ni plus ni moins, à un excès d'engagement qui pourrait, si l'on y prend garde, porter atteinte à la pédagogie légendaire de l'Église qui, dans son annonce de l'Évangile, prime la liberté des enfants de Dieu, vous le dites aussi. On peut tenter de dire que c'est une posture d'ailleurs étrange quand on sait le rôle mémorial joué par feu Monseigneur de Souza à l'aube du renouveau démocratique. Le contexte de 49 n'est pas le contexte d'aujourd'hui. D'accord. En 49, nous avons quitté un régime marxiste-léniniste. Et l'acteur de ce régime a été protagoniste pour entrer en démocratie. Aujourd'hui, 35 ans après, le constat est que nous sommes à une étape de remise en cause de la démocratie, à une étape où on fait le démantèlement et le décoffrage de certains acquis, sous prétexte que nous voulons aller vers un développement
de la démocratie de ne pas être la panacée du développement. La démocratie n'a jamais été une panacée pour le développement. Elle plante le cadre, le décor, et elle donne les outils de liberté, les outils de capitalisme, les outils logiques pour que la démocratie ait lieu. Mais lorsqu'on instaure une démocrature assumée pour un développement sans visage humain, l'Église ne peut pas se taire. L'Église doit réagir en tant qu'institution de vérité. Institution qui a pour but de semer dans les cœurs l'amour patriotique, de semer dans les cœurs la conversion. Ce faisant, ce n'est pas un acte délibéré pour prendre le pouvoir, mais c'est un acte pour aider le pouvoir en place. Parce que le pouvoir est comme une idole. Une idole. Les idoles n'entendent pas, ne voient pas. Les idoles sont obtus, fermées. Et donc, grâce à la voix de l'Église, on peut s'ouvrir et s'ouvrir à la réalité. La réalité qui est que un peuple est l'outil essentiel de la souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté sans le peuple. Sans le peuple. Un État sans peuple n'est pas État. N'est pas État. Et donc, l'existence même du pouvoir politique est basée sur la souveraineté du peuple, sur le peuple. Donc, exclure le peuple de tout agenda politique ou de tout agenda de développement et lui servir coûte que coûte ce que l'on veut lui servir, ça, ce n'est pas de la démocratie. D'accord. Père Rick, conférence des forces vives de 1990, les acquis, est-ce que selon vous, les acquis sont toujours préservés ou remis en cause aujourd'hui? Les acquis sont malheureusement et dangereusement remis en cause. Pourquoi? D'accord. Le format démocratique existe toujours. Mais à l'intérieur du format, ce qu'on en fait s'éloigne résolument des résolutions qui ont été prises à la conférence nationale. Quand je prends le plan du dialogue social, le dialogue politique, le dialogue citoyen, il y a des lois chrysogènes qui existent aujourd'hui et qui ne permettent pas aux citoyens de porter la voix, de dire ce qui ne va pas. On a instauré une loi de la peur et qui fait que les gens ont peur de s'exprimer au risque de se retrouver en prison. Ensuite, je prends le plan de la liberté d'association et les libertés d'opinion, les libertés civiles et politiques. Toutes ces libertés-là sont aujourd'hui contrôlées, censurées, pour permettre à un pouvoir d'être davantage fort. Et là, l'homme n'est plus au cœur de l'action politique. Ensuite, les élections. Mais on a eu plusieurs élections sans compétition. On a eu des gens qui ont été libéralement et délibéralement élus. Donc, quand on est en face de ce tableau-là, on ne peut pas s'en réjouir. Et quand on rend grâce ou conséquent, je ne sais pas s'il faut rendre grâce ou il faut plutôt faire son métanoïa et faire son chemin de conversion. Et quel est le choix? Quel choix vous portez? Rendre grâce ou faire son chemin de conversion? Nous sommes aujourd'hui à une étape de conversion des cœurs. D'accord. D'introspection. D'accord. Il faut se convertir. D'accord. Changer de cœur. Changer de vision. Et revenir à l'essentiel et pour lequel on s'était assis il y a 35 ans. Ah, ça, 35 ans. Pour lequel on a pris vraiment du temps pour vraiment se pencher sur la vie du Bénin. Il est vrai que au plan infrastructurel, au plan de la digitalisation de l'administration, au plan des réformes, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais
le label démocratique du Bénin n'y est plus. Aujourd'hui, le Bénin n'a plus les standards internationaux de la démocratie. Le Bénin n'est plus vu comme un État démocratique. Même si on émerge sur d'autres plans, les plans démocratiques ont décliné. Merci. Et c'est un choix. Mais ce choix-là va nous conduire à quoi? À quoi? L'horizon est sombre, à mon avis. En tout cas, l'horizon est sombre selon le père Anno Eric Aguenounon, qui, bien évidemment, s'exprimait, mesdames et messieurs, sur les 35 ans de la conférence de février 1990. Que peut-on concrètement garder de cette conférence? Les acquis sont-ils toujours préservés ou remis en cause? Les explications du père Anno Eric Aguenounon, qui est d'ailleurs analyste politique, directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix. Merci beaucoup, père Anno Eric. Je vous en prie. Merci pour votre disponibilité. La presse béninoise, mesdames et messieurs, dans son ensemble a joué un rôle de premier plan au cours de la conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990 qui a couché la démocratie en amont et en aval de tout le processus. Il a fallu des hommes de la plume et du micro, un succès à leur actif pour témoigner de cet événement historique. Nous avons au téléphone Constant Agbidinoukou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Mathieu Boucaud. Vous êtes journaliste à la retraite, vous avez officié à l'OFTB, vous étiez témoin de la conférence des forces vives de février 1990. Du 19 au 28 février 1990, c'est tenu à l'hôtel PLM Aledjo de Cotonou, l'historique conférence nationale des forces vives de la nation. Durant 10 jours, tous les regards étaient braqués sur cet événement qui déterminera bien évidemment l'avenir de la patrie. Dites-nous, est-ce que vous étiez fier d'être journaliste à l'époque? Ah oui, merci beaucoup à vous, chers amis auditeurs, auditrices. Merci aussi à vous, monsieur Mathieu Boucaud. J'étais très fier d'être journaliste. Parce que c'était la toute première fois, vraiment, à la face du monde, que des collègues à moi, des consoeurs à moi, nous montrions un peu notre professionnalisme. C'est vrai qu'à l'OFTB, nous savions un peu ce que nous sommes en matière de journalisme, mais il suffit pas seulement de savoir, il faut que ce soit les autres qui disent. C'est la preuve, nous avons travaillé, c'est vrai. On avait un peu peur, parce que, écoutez, n'oubliez pas, le PRPD avait toute sa machine de rigueur, de dictature. On avait un peu peur, mais on a tenu. Je salue mes chers collègues, mes chers consoeurs qui ne sont plus parmi nous, Jean Rolacoué, Clément Winotin, et bien d'autres, très nombreux, qui ne sont plus parmi nous. On a bien travaillé et jusqu'aujourd'hui, nous en sommes fiers parce que à la fin des travaux, le présidium a fait une déclaration, une motion de félicitations à l'endroit de la presse qui a joué un rôle merveilleux tout au long des 10 jours qu'ont duré les travaux. Les travaux, évidemment. La presse béninoise a joué un grand rôle. Vous le dites si bien, Constant Agbidinoukou. Si on s'en tient justement à vos propos, 35 ans après, le rôle de la presse béninoise est-il le même? Ah oui, je dois dire que rien n'empêche les journalistes de travailler. C'est une affaire de responsabilité. Je me rappelle le rapporteur général des travaux de la conférence, Père Solane, le professeur Albert Thébault disait, nous avons pris de grandes décisions. Nous avons voulu que la presse soit libre, mais responsable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons être libres. Mais cette liberté doit être entourée de responsabilité. On ne donne pas une information au hasard. On ne critique pas pour critiquer. On n'injurie pas parce qu'on veut injurier. Non. On donne l'information parce qu'on la vérifie et on sait qu'elle est juste. Nous devons savoir que la presse a des limites. L'information que nous donnons a des limites. De jamais aller trop loin par rapport à la réalité. Chaque chose a une limite dans la vie. C'est à nous de voir quelle est la bonne information. Est-ce que nous l'avons vérifiée avant de la donner? Et tout ne se dit pas. Ma liberté s'arrête là où commence la vôtre. Et chacun doit savoir que dans un système démocratique, la presse n'est libre que parce que les journalistes veulent être libres
Il veut donner une bonne information. Il veut être professionnel. Ah, c'est très important. Et la RAC nous dit toujours, hein, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication dit, nous voulons des journalistes responsables qui aiment le métier et qui l'exercent dans les normes requises. Donc c'est important. Moi, je crois toujours que la presse est libre et c'est à nous de jouer le jeu. D'accord. En amont et en aval de tout, Constant Agbidi-Noukoun, le processus, il a fallu des hommes de la plume et du micro. Vous le dites si bien. Un succès à l'heure active, 35 ans après la conférence des forces vives de 1990. Si je vous posais cette question, si les acquis sont préservés ou remis en cause, que diriez-vous? Ah non, les acquis sont les acquis. On ne peut pas les remettre en cause. Personne n'a le droit de les remettre en cause. Nous avons souffert. Il ne faut pas l'oublier. Avant d'aller à la conférence nationale, c'est 6 à 7 mois d'arriérés de salaire. Nous n'avons plus de salaire. Et c'était la banqueroute. Et c'est le débrayage. Les étudiants d'abord, les enseignants ensuite, et toute la fonction publique. Malgré ça, nous, à l'ONTB, nous ne faisions pas grève. Nous venions au travail. C'est vrai qu'à un moment donné, nous avons fait grève de 112 heures d'investissement. Et c'était la première fois où le président Kérékou venait nous visiter à l'ORTB. Il était venu un jeudi, je me rappelle, de juillet 1989. Il est venu avec toute la délégation vers 10 heures du matin. Et ils sont repartis vers 17 heures. 7 heures d'entretien, d'échange. Les gens voulaient que nous laissions tomber cette grève d'investissement parce que le président a bien dit, si vous rentrez dans cette marmaille, c'est fini. Il n'y aura plus de révolution, il n'y aura plus de PRPB, il n'y aura plus d'État. Nous avons dit, monsieur le président, nous avons fait. Nous ne pouvons plus continuer. Et nous avons fait la grève. Mais, dites-vous, s'il n'y avait pas de difficultés économiques, nous n'irons pas à la conférence nationale au PLM-Alédio. C'est les problèmes économiques, les difficultés économiques qui ont amené à ce qu'il y ait tout ce débrayage, qu'on ne puisse plus payer les pensions, les salaires, les bourses aux étudiants, et qu'il y a toute cette banqueroute au niveau des structures, des sociétés d'État qui ont tous fait faillite. Donc, non, il faut le dire. Nous sommes allés au PLM-Alédio parce que le pays ça n'allait pas du tout. Du tout. Et nous avons tenu bon. Parce que nous sommes allés, à l'issue de la conférence nationale, faire le renouveau démocratique. Ce n'est pas que nous sommes allés à la démocratie. Non, il y avait déjà la démocratie. Nous avons vécu la démocratie. Même avec, il y a eu le multipartisme déjà dans notre pays. Avec les Aroumadépé, les Maga, les Apiti, les présidents Zissou, et beaucoup d'autres. Mais, à l'issue des travaux de la conférence nationale souveraine de février 1990, nous avons ouvert la voie au renouveau démocratique. Merci à vous, Constant Agbidi-Noukoun. Très heureux de vous avoir, en tout cas, pour nous raconter cette histoire vivante de 1990, tout comme si nous étions à cet hôtel PLM-Alédio il y a 35 ans. Je voudrais vous remercier et dire merci aussi à beaucoup, certains de mes collègues. André-Marie Johnson, Vincent Dassi, Ephraim Kenom, Moufriani, les frères Migan, Justin Gérard, Isidore Zissou, Marcel Tchogon, Claude Silva, Kenneth Kenom, Philippe Boussek, Annick Ballet, Annick qui ne vit plus. Personne nous avons travaillé. Et nous avons fait honneur à la presse. Et n'oubliez pas la nation. La nation, il restait de peu, elle n'allait rien couvrir. Parce qu'elle n'a pas de moyens. Mais la conférence a demandé au gouvernement de la République de lui donner les moyens. Et Ouzou est venu courir pour devenir la nation plus tard. Et n'oubliez pas, la presse privée, il y avait des brèves de la presse privée. Il y avait ainsi. Et il faut saluer le gouvernement à travers le ministre de la Communication, M. Ousmane Batoko. Parce que la radio émettait en direct durant tous les 10 jours. Nous, on n'a pas de faux on n'a pas de matériel. On faisait du faux direct. C'est-à-dire, on enregistrait et après on diffusait. Donc, saluons la presse. Et continuons de saluer toute la presse béninoise parce que nous avons du pain sur la planche et nous devons tenir bon.
Merci beaucoup, douanier. Merci. Constant Gbidinoukou, je rappelle que vous êtes journaliste à la retraite. Vous aviez officié, bien évidemment, à l'Office de radio-télévision du Bénin et vous étiez témoin, justement, de la conférence des forces vives de février 1990. Février 1990, cette histoire 35 ans après que vous nous relatez en direct, justement, sur Guéri TV Monde. On va se souhaiter très bonne soirée. On se rappelle pour d'autres actualités et informations, Constant. Avec plaisir, mon cher Mathieu Bouko. Allez, portez-vous bien. Le 19 février, c'est en effet la date anniversaire de l'ouverture de la conférence nationale en 1990. Depuis lors, 35 ans se sont écoulés. Qu'avons-nous fait? Le pays a-t-il vraiment progressé? Honorable Kolaole Jimon Ogban au téléphone. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, député du parti Les Démocrates. Au sorti de la conférence nationale, le rapporteur général déclarait, acclamé par les participants au travail, mes amis, nous avons vaincu la fatalité. 35 ans après, avions-nous vraiment vaincu cette fatalité? On peut vraiment se poser la question, monsieur le journaliste, si après la conférence nationale, le rapporteur a déclaré que nous avons vaincu la fatalité. Et bien entendu, à l'époque, oui, on peut dire ça. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore le dire? Toute la question est là. Et moi, je ne crois pas. La réponse pour moi, c'est non, bien évidemment. C'est non, et les faits sont là. Hein. Donc, ça veut dire que si on vous résume depuis la transition, Nicéphore Soglo, le régime Soglo, Mathieu Kérékou, Boniaï, jusqu'à Patrice Talon aujourd'hui, nous n'avons pas vaincu cette fatalité. Non, en vérité, il faut partir aujourd'hui de 2016, où un système est arrivé qu'on appelle la rupture. Et comme le nom l'indique, il a rompu avec tout ce qui s'est passé jusque-là. Ce n'est pas moi qui ai baptisé le système, hein. C'est les gens du système qui l'ont baptisé la rupture. Et vous comprenez ce qu'on appelle rupture en français. Rupture, c'est l'action de rompre, c'est couper, c'est désintégrer, c'est désagrégé. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est ce que ça veut dire rupture. Et donc aujourd'hui, vous voyez bien, tout le monde se plaint au Bénin. Tout le monde se plaint au Bénin. Lorsque vous prenez les secteurs un à un, mais on a de vrais problèmes. Vous êtes journaliste. La liberté de presse, c'est pas moi qui le dis. Hein. Je vous prends de temps en temps, je vous prends tous les jours pratiquement. Et puis vous êtes libre de vous exprimer. Quand vous vous écoutez, on n'enlève pas un extrait honorable. Oui, mais bien sûr, monsieur le journaliste, mais regardez, dans votre rétroviseur, vous allez voir combien d'organes de presse sont fermés. Combien d'organes Parce qu'ils ne sont pas à jour. Parce qu'ils ne sont pas à jour. Vous pensez que c'est simplement parce qu'ils ne sont pas à jour? Et c'est les raisons évoquées. Parce qu'ils sont pas... Non, mais on a un vrai problème de liberté de presse, de liberté d'expression. Vous avez vu le code du numérique qui nous gouverne aujourd'hui? Même les Nations Unies ont remis ça en cause. Même les Nations Unies ont remis ça en cause. L'examen périodique universel de l'Italie a remis en cause le code du numérique au Bénin. Je ne l'invente pas. Je vous le rappelle tout simplement. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous voyez combien de personnes là aujourd'hui en exil? On croyait avoir vaincu la fatalité. Regardez le nombre de personnes qu'on appelle aujourd'hui prisonniers politiques. On croyait avoir fini avec ça. Regardez le Parlement de la 8e législature, que les gens ont appelé couramment Parlement monocolore. Mais écoutez, ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas. En tout cas, honorable. Aujourd'hui, oui. Allez-y. Et on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a vraiment vaincu la fatalité. Au contraire, on a perdu nos valeurs depuis 2016. Tous les pays peuvent constater ça. Nous avons perdu nos valeurs depuis 2016. Et tous les problèmes sont là. En tout cas, donc, on va rester en 2016 si vous le voulez. Depuis 2016 et l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir, nous pouvons constater, honorable, sans risque de nous tromper, je dis bien sans risque de nous tromper, qu'une nouvelle ère s'est ouverte pour le Bénin, que les conclusions de la conférence nationale trouvent enfin application. Certes, cela n'a pas été facile au début de la tournée, de tourner le dos à nos tares, corruption, impunité, mauvaise gestion de la chose publique, multipartisme intégral, dévoyé, libertinage célébré, etc. Écoutez, je vous renvoie à ce que vous dites. Vous dites qu'on a tourné le doigt à la corruption. Mais rappelez-moi, depuis 90 jusqu'en 2016, on a supprimé 1,5 milliard avec quelqu'un à Cotonou. Dites-moi, depuis 2016,
depuis 90, excusez-moi, jusqu'en 2016. Mais est-ce qu'on a parlé de 4 millions, de 4 milliards qui sont partis des impôts? Tous les régimes ont eu, tous les régimes ont eu leur cadavre dans le placard. Mais citez-moi ça. Citez-moi ça. Et même si c'est le cas, mais est-ce que c'était aussi grave? C'était pas aussi lourd? Vous avez entendu le coût des travaux de route? Il y a quelqu'un qui a dit tout récemment que 5 km environ ont coûté 35 milliards. Ça veut dire quoi? Que le kilomètre coûte combien? Vous l'avez compter, oui. Vous l'aviez calculé? Sans compter l'opacité dans laquelle les marchés publics sont passés aujourd'hui. Et la gouvernance même est dans une opacité totale. Vous pouvez constater ce que je dis, hein. C'est pas parce qu'on est parlementaire, on parle seulement. Non. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire vraiment qu'on a véritablement progressé. Surtout quand on parle de 2016. De 2016. Une année qui vous marque à l'esprit dans tous les cas, conférence. Cette année nous marque à l'esprit parce que depuis 2016, aucune élection n'a été organisée au Bénin pratiquement sans diffusion de ça. D'accord. Conférence de 1990, honorable Djima Kolaole Ogbon. Est-ce que vous pensez que les acquis sont toujours préservés ou remis en cause? Bien entendu, non. Mais le multipartisme intégral de 1990 est où aujourd'hui? Vous avez vu le système la loi sur les partis politiques? Mais on ne peut pas dire que mais la liberté de se réunir, la liberté de manifester, tout est on se croit au temps de la révolution. Donc on croyait avoir vaincu la fatalité, mais non. Il faut nécessairement qu'on revienne à nos valeurs, aux valeurs démocratiques. Nous avons dit qu'on ne veut plus faire la révolution, on veut faire maintenant la démocratie, mais depuis 2016, constatez avec moi, demandez à tout Béninois, ils vous le diront. Si vous regardez le nombre d'exilés politiques aujourd'hui, vous comprenez qu'on a un problème politique. Si vous de liberté, aussi, un problème de liberté aussi. Si vous voyez le nombre d'exilés politiques, comme je disais tantôt, et même celui des prisonniers politiques, vous comprenez que nous sommes descendus. Nous sommes descendus très bas. Merci. Le train de vie des Béninois a chuté. La liberté, on n'en parle pas. Vous voyez, même les partis politiques ne peuvent pas se réunir aujourd'hui. Moi, je fais partie nous avons un parti au Bénin, le plus grand parti de l'opposition, qu'on appelle le Parti des démocrates, mais qui peine à se réunir. Lorsqu'on nous peine à nous réunir, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas se réunir, c'est parce qu'on n'a pas l'autorisation de se réunir, alors que ça devait être automatique. Ça fait partie des activités régaliennes que la loi nous autorise. C'est même une obligation aux partis politiques de se réunir. Mais vous décidez de vous réunir et ils ne vous répondent pas. Et on est dans une république. Donc, on a un vrai problème. Hein? D'accord. En tout cas, on ne peut pas dire que les acquis sociaux ont été conservés. Non. Jusque-là, oui. Mais après 2016, non. Non. 2016 vous tient à cœur. Décidément. Merci, honorable Djima Kolaole Ogbon, d'être disponible pour Guéri TV Monde. Je vous en prie, monsieur. Merci. Passez bonne soirée. Merci à vous aussi. En prélude à la commémoration du 35e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de la nation, l'Union progressiste, le Renouveau a organisé une messe d'action de grâce ce samedi 15 février 2025 à la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou. Par exemple, mesdames et messieurs, militants, sympathisants et responsables du parti se sont rassemblés pour prier en faveur de la paix et de la cohésion nationale. Bonsoir Mathieu Kokor. Bonsoir, mon cher ami. Vous êtes acteur politique, membre du parti Union progressiste Le Renouveau. Pourquoi perpétuer les idéaux de la conférence nationale quand on sait que l'opposition pense que les acquis ne sont pas du tout préservés? Perpétuer les acquis de la conférence parce que, vous savez, notre pays, à la sortie de la conférence nationale, a fait l'option de la démocratie et d'une économie libérale, du multiparti intégral, mais puis aussi parlant donc de la liberté d'expression, l'égalité devant la justice et tout le reste. Donc c'est l'essentiel
l'essentiel en réalité, c'est l'essence qu'il faut pour un état de droit, c'est l'essence qu'il faut pour une démocratie moderne qui se construit. Je crois que l'Union progressiste de Le Renouveau est dans la démarche de ce qu'il faut consolider, donc ces acquis, de ce qu'il faut les adapter aux réalités donc qui s'imposent aux États modernes aujourd'hui, et c'est nécessaire. Voilà donc pourquoi cette démarche devait être normalement accompagnée par tous les acteurs politiques et par tous les acteurs de la vie civile. Une conférence des forces vives de 1990, 35 ans après, les acquis sont toujours préservés selon vous. Dans tous les cas, il faut les préserver. Est-ce que vous pensez que ces acquis sont toujours préservés ou remis en cause? Bien sûr que ces acquis sont préservés. Vous savez, comme je l'ai dit, la démocratie, le Bénin continue toujours d'être un pays démocratique, quand bien même le pays a procédé, donc le gouvernement en place a procédé à des réajustements. Vous savez, quand nous parlons par exemple des acquis démocratiques, quand nous parlons du multipartisme intégral, quand nous parlons de la liberté de presse ou de la liberté d'expression en général, il y a eu beaucoup de travers. Il y a eu que nous sommes sortis de la conférence nationale en prônant le multipartisme intégral. Et vous avez vu, 30 ans après ou quelques années plus tard, nous nous sommes retrouvés à près de 200 partis politiques. Tous les acteurs politiques étaient unanimes sur la question de ce qu'il fallait aller vers des réformes pour essayer de devenir un pays, une démocratie beaucoup plus moderne. Alors, si c'est le fait d'avoir dit que prenons des dispositions pour que le multipartisme intégral ne devienne pas en réalité une sorte de divagation ou bien une sorte de prostitution politique, alors si on ne peut pas dire le fait de l'avoir fait ne peut pas être vu comme un recul démocratique. Je ne suis pas d'accord. Si le fait de dire aujourd'hui que nous n'arrivons pas à savoir qui est journaliste, de qui est activiste, et que tout se mélange sur la toile et que tout se mélange dans l'environnement communicationnel, et qu'il faut un code de numérique pour pouvoir encadrer, pour que tous ceux qui font de la manipulation puissent répondre de leurs faits, on ne peut pas dire donc que c'est un recul démocratique. Alors, je pense toujours que les acquis qui sont les acquis de la démocratie, les acquis de la conférence nationale, je vais parler de la démocratie, je vais parler de l'économie libérale, la liberté, le multipartisme intégral et tout le reste, sont toujours là, seulement que nous sommes en train de prendre des dispositions pour éviter les travers. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour que ces acquis ne soient pas extravertis, pour que les Béninois puissent avoir un pays moderne dont d'autres nations peuvent s'inspirer. Êtes-vous fier d'être Béninois, Mathieu Koko? Je suis très fier d'être Béninois et je suis très fier d'être parmi ceux qui contribuent donc à la construction du Bénin d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Merci. Portez-vous bien. Merci. Il a fallu la vision et le courage politique du chef de l'État pour que nous commencions à comprendre que notre pays aussi est capable de performances remarquables, que nous pouvons être cités en exemple dans le monde. De fait, les graines semées en 1990 commencent à germer aujourd'hui selon Mathieu Koko, mesdames et messieurs. Mais la lecture est-elle la même chez les citoyens rencontrés? Suivant les quelques-uns rencontrés à Parakou, ils sont au micro de Anselmo Richard et Modeste Adanzeto. C'est une occasion mémorable puisque beaucoup de pays se sont inspirés du cas du Bénin. Il y a eu de grandes résolutions, il y a eu nécessairement des acquis. Parlant bien sûr d'acquis, je voudrais d'abord commencer par dire que le modèle politique du Bénin a été maintenu depuis 35 ans. Et depuis cette époque, l'alternance au pouvoir a été garantie et nous le constatons année après année, en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Il ne vous a pas échappé également que la conférence nationale, à travers sa souveraineté, a pris des décisions qui se sont imposées à chacun de nous, à chacun des Béninois. Et parmi ces décisions, vous avez sans doute constaté qu'il y a eu la démocratie, la liberté d'expression. Liberté d'expression, liberté de presse à tout point de vue. Aujourd'hui, parlant d'acquis, je crois que sur ce plan-là, la démocratie, même si elle a reçu des coups de boutoir, est quand même maintenue dans notre pays. Seulement, cette occasion a permis aux Béninois qui n'étaient pas sur le plan national de revenir dans leur pays, c'est-à-dire ceux qui étaient en exil. Aujourd'hui, nous constatons hélas qu'il y a des Béninois qui sont en exil et certains qui sont embastillés. Donc c'est sur ce point-là que je peux dire que ces acquis n'ont pas été pérennisés, n'ont pas été sauvegardés,
puisque aujourd'hui encore, nous parlons des Béninois qui sont d'une manière ou d'une autre en porte-à-faux avec la justice de leur pays compte tenu de leurs opinions politiques. Sur le plan des libertés d'association, il faut avoir le courage de reconnaître que nous avons fait un pas en arrière. Un pas en arrière en ce sens que le syndicalisme n'est plus ce que ça a été auparavant. Il y a eu des secteurs vitaux de notre pays qui sont aujourd'hui privés du droit de grève, tandis qu'il y en a qui ont trouvé que le droit de grève a été considérablement restreint, sinon encadré. Sur ce point-là, on doit reconnaître que nous avons fait, comme je viens de le dire, un pas en arrière, mais ça dépend aussi du contexte dans lequel nous l'avons fait, la vision dans laquelle nous l'avons fait, parce que quand vous prenez un secteur comme le secteur de la santé, moi je fais partie des Béninois qui estiment que c'est un secteur où le droit de grève ne doit pas être intégral. Même chose pour la justice, etc. Parlant de liberté de presse, je crois que les organes de presse, pour ce que je sais, ne sont pas envahis par les forces de sécurité. On ne garde pas la baïonnette devant les journalistes pour leur demander ce qu'ils doivent faire normalement. Mais vous savez que nous avons un code numérique aujourd'hui dans notre pays qui fait que nous sommes obligés de faire beaucoup attention, puisque c'est comme si on a aujourd'hui l'épée de Damoclès sur notre tête et que nous ne devons pas franchir certaines interdictions. Aujourd'hui, la liberté de presse n'est pas comme auparavant. Et si vous suivez le dernier classement au niveau de Reporters sans frontières, le Bénin a fait encore à ce niveau-là un pas en arrière, ce qui fait que je dis aujourd'hui qu'à ce niveau-là, aussi, il y a des choses à pas faire. Beaucoup de spécialistes, beaucoup d'observateurs ont réclamé à corps et à cri la relecture de ce code-là. Nous espérons que ça se fera incessamment avec la nouvelle équipe de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. 35 ans de date de naissance de la conférence nationale. Nous avons vécu, on a connu ce temps-là. Il y a des gens qui sont morts pour que la conférence nationale soit ce qu'elle devrait être en 90. Je peux prendre l'exemple de Touba Dialuk, les Arabas qui allaient à la pharmacie, ils ont reçu des balles, ils sont morts, toujours à cause de cette conférence nationale. Et nous avons effectivement gagné cette conférence nationale. Le peuple s'en réjouissait. Honnêtement parlant, le peuple s'en réjouissait et nous ne voulons plus que cette démocratie qu'on a eue, très chère, parte comme l'odeur de parfum. Mais malheureusement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut constater? Qu'est-ce qu'on constate? Il semble qu'on est en train de perdre tout. Ce n'est pas ce qu'on a eu en 90 qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Tout est parti. Moi, je ne peux pas vous dire juste aujourd'hui qu'on a gardé quelque chose. L'expression libre, la liberté de parler, tout ça là, tout est cadré aujourd'hui. Vous ne pouvez plus parler. Vous n'êtes plus libre même de vous exprimer comme on en avait l'habitude. Bien vrai, on peut cadrer les choses, mais ce n'est pas ce que tu veux que tu dis. Même si tu as les preuves de ce que tu veux dire, on t'empêche de le dire. Tu parles, c'est la prison. C'est-à-dire dans tout ce qu'on a eu là, le développement de cette conférence-là, c'est la prison qu'on a fini par comprendre. Moi, je ne sais pas, on ne peut pas faire un développement quand déjà la liberté est bafouée. On ne peut pas faire un développement quand vous favorisez l'exilé des braves citoyens qui peuvent participer au développement du pays. Donc, honnêtement parlant, la conférence nationale telle que nous l'avons eue en 90 et qu'on a vécu jusqu'en 2015, à partir de 2016, c'est parti. On n'a plus rien. Il faut voir les multiples lois qu'on a votées à l'Assemblée, nos députés de 8e législature. Il y a des lois qu'ils ont votées, mais à l'application, ils se demandent si c'est eux-mêmes qui ont voté ces lois-là. Ils se demandent si c'est eux, parce qu'ils ne savent pas ce qu'on veut faire de ces lois-là. Quand vous prenez la loi sur l'embauche, ça là, c'est normal aujourd'hui. Est-ce que vous, journalistes, vous pouvez dire aujourd'hui que vous pouvez avoir un emploi aujourd'hui au Bénin? Vous ne pouvez plus avoir d'emploi. La seule loi là, même si le président Talon construit des routes dans le ciel, je vous dis que c'est zéro. Le pays là, ça va mal. Et il faut que le président change. S'il veut effectivement sortir par la grande porte, il n'a qu'à commencer par libérer nos frères. Nos frères qui vont nous aider pour le développement. Nos frères qu'on a exilés de force pour des faux dossiers.
des dossiers cuisinés, on ne sait comment, et puis on donne 20 ans. Mais les gens oublient que quand vous mettez un individu en prison, ce n'est plus l'individu la seule qui subit les séquelles de la société. Le seul individu à qui vous donnez 10 ans, 5 ans, c'est tous ceux-là qui mangent dans ça, mais qui sont en prison. Avec la conférence nationale, je crois que ce que les linguistes appellent un nouveau paradigme, c'est-à-dire un nouveau cadre explicatif de notre vie, a été instauré. Il y a eu des décisions souveraines qui sont aujourd'hui des acquis, qui continuent. Aujourd'hui, la question des droits de l'homme, la question du multipartisme, la question du développement, la question de l'unicité de l'État et de l'État républicain. Tout ça là, c'est des acquis aujourd'hui. Ça, et par la grâce de Dieu, je crois que ça n'a pas changé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué, mais ceci est un acquis, ça continue d'être un acquis. Depuis les 35 ans, même si on parle des tentatives de coup d'État, en tout cas, il n'y a pas encore eu de remise en cause du système. Donc ça, c'est un acquis. Il y a eu des alternances politiques qui se sont produites à la tête de l'État. Quelles que soient les conditions dans lesquelles elles se sont produites, ça a été des alternances. Aujourd'hui, il y a d'autres valeurs qui sont en cours, qui sont issues de ces fondements de l'État. Et ces acquis constituent aujourd'hui des socles sur lesquels il y a eu les adaptations qui se font aujourd'hui. C'est vrai, il y a des choses regrettables, il y a des insatisfactions à des niveaux donnés, mais la conférence nationale demeure toujours le point de départ de notre être d'aujourd'hui. La caractéristique fondamentale d'un homme politique, c'est de prendre le pouvoir. J'allais même ajouter quelquefois par tous les moyens, mais généralement pas des moyens légaux. Généralement pas des moyens légaux. Et parmi les moyens légaux, il y a la liberté de presse, il y a la liberté de parole, la liberté de penser, la liberté d'association, la liberté de défendre son point de vue. Bon, si c'est ça, si c'est ainsi que les autres voient la chose, personne ne peut leur en vouloir. On doit même s'en féliciter, parce que c'est une preuve de la vitalité de cette démocratie qu'on ait la possibilité d'exprimer des points de vue différents. Alors, qu'il n'y ait plus liberté de ci, liberté de ça, la question est de savoir, il faut qu'on se définisse. C'est quoi la liberté elle-même? Le libertinage, la possibilité de faire ce qu'on veut, même si c'est contre soi-même, ça fait toujours partie de la liberté. Des grèves à n'en point finir, des années scolaires qui sont tronquées sur 9 mois, c'est peut-être à peine 5 ou 6 mois réellement qu'on travaille. Puis après, tout le monde se plaint du niveau des enfants qui baisse. Des hôpitaux qui sont devenus des mouroirs, non seulement à cause du plateau technique, mais surtout du comportement des agents, où on vous dit un hôpital est en grève et quelquefois même sans service minimum. Même si on fait le service minimum, tout le monde s'y met. Une justice où, d'abord, du temps où tout le monde travaille même normalement, regardez les dossiers qui s'entassent. À plus forte raison, on vous dit rien ne marche. Même les justiciables ne sont plus vraiment satisfaits. En 90, quand on prenait les résolutions de la conférence nationale, on disait il faut que démocratie rime avec développement. Mais si on va prendre la démocratie et on oublie le développement, je crois que chacun a le droit d'avoir son point de vue. Je crois que le régime actuel, lui, l'a fait de l'alliance, de la démocratie et du développement son cheval de bataille. Il ne faudrait pas qu'on voit l'un sans l'autre. C'est juste ce qui explique la situation actuelle. Le chef de l'État actuel a dit, bon, écoutez, pour un pays où tout est à faire, pour un pays qui manque de tout, pour un pays où vous avez des bras valides, mais à cause des questions de combien on va augmenter dans mon salaire, combien il manque ici, combien...
Et à cause de ça, on met tout un peuple en péril. Il dit non. Et moi, je suis d'accord avec lui. Fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous.